Bonjour à tous et bienvenue sur Centre Investissement TV. Je suis ravi de vous retrouver ici. En investissement dans l'immobilier, les particuliers se posent généralement des questions récurrentes. Faut-il acheter en direct ou par le biais d'une SCI par exemple? Et si j'investis par le biais d'une SCI, dois-je opter pour l'impôt sur le revenu ou pour l'impôt société? Certes, la SCI entraîne des contraintes qui n'existeraient pas en investissant dans l'immobilier en direct, mais elle dispose également de nombreux atouts non négligeables. Encore faut-il avoir un associé, personne physique ou morale, pour créer sa SCI. Suite à notre dernière vidéo sur la détention de la résidence principale par une SCI, nous avons reçu beaucoup de questions sur le sujet, notamment celle de Claude, qui nous demande quel est le meilleur régime fiscal pour sa SCI. Alors, impôt sur le revenu ou impôt société ? Une société civile est par définition une société transparente au sens de l'article 8 du Code général des impôts. En clair, la société civile n'a pas de consistance fiscale propre. Ainsi, les associés doivent déclarer leur part de résultat dans leur propre déclaration de revenus. Par exemple, imaginez que vous soyez associé à 50-50 avec un ami dans une SCI qui détient un immeuble locatif. Vous devrez donc respectivement déclarer 50% des revenus fonciers dans vos déclarations de revenus. La SCI, quant à elle, ne paiera pas d'impôt et une déclaration 2072 SD devrait être faite chaque année. Finalement, le principe même de la SCI à l'impôt sur le revenu est erroné car dans les faits, la société civile immobilière est fiscalement transparente et ce sont les associés qui sont redevables de l'impôt sur les revenus issus de la SCI. D'ailleurs, un montage classique réalisé par les dirigeants d'entreprise consiste à détenir une partie des parts de la SCI, imaginons 50% par exemple, par le dirigeant lui-même. Cette partie-là est donc soumise à l'impôt sur le revenu. L'autre partie étant détenue par une personne morale, souvent une holding, soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la SCI est soumise pour moitié à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés pour l'autre moitié. Mais une société civile immobilière peut être intégralement soumise à l'impôt sur les sociétés. Pour ce faire, il est simplement nécessaire que les associés optent à l'impôt sur les sociétés en envoyant une déclaration d'option au service des impôts entreprises dont la SCI dépend. Et cette option n'est pas sans conséquence. Plusieurs taux d'impôt sur les sociétés ont vocation à s'appliquer pour les personnes morales en fonction de leur taille et du montant de leurs bénéfices. Tout d'abord, il faut savoir qu'en 2021, le taux d'impôt sur les sociétés est de 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices. Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, au-delà de 38 120 €, ce taux est fixé à 26,50% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250 millions d'euros et à 27,50% pour les autres. Le champ d'application du taux réduit de 15% est élargi par l'article 18 de la loi de finances pour 2021. Enfin, la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés se poursuit en 2021 pour atteindre le taux de droit commun de 25% en 2022. Alors pourquoi choisir l'impôt sur les sociétés plutôt que la transparence fiscale? C'est très simple. En comparant avec un impôt sur le revenu au taux progressif de 0, 14, 30, 41 et 45%, auquel il convient d'ajouter les prélèvements sociaux CSG, CRDS au taux de 17,2%, l'économie peut être conséquente. Prenons un exemple. Imaginons un couple dont le taux de l'impôt se situe à 30%, soit 47,2% de pression fiscale, après ajout des prélèvements sociaux à 17,2%. Si leur SCI génère 10 000 € de revenus taxables, la fiscalité serait de 4 720 € s'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le cas d'une SCI fiscalement transparente. Dans le cas de l'impôt société, la fiscalité ne serait plus que de 1 500 €, soit 15%. Sur le plan du choix de l'impôt pour la SCI, l'impôt société remporte donc la bataille. Imaginez que l'économie représente plus de 32 000 € sur 10 ans à chiffre constant. Et ça, sans tenir compte de l'amortissement, car l'option à l'impôt sur les sociétés va vous permettre d'amortir le ou les biens détenus dans la SCI au même titre qu'un matériel serait amorti lorsqu'une entreprise réalise un investissement. Alors, comment ça marche? Là encore, c'est simple.
L'amortissement permet de diminuer des revenus de la SCI chaque année, les N25e si on amortit le bien sur 25 ans, du prix du bien immobilier hors terrain qui lui ne peut pas se déprécier dans le temps. Quant à l'immobilier, on considère que le bien va se détériorer au fil des années et qu'il faudra réinvestir dans ce bien tôt ou tard pour le maintenir en état. Par exemple, il est probable que la toiture ou que le système de chauffage soit à refaire un jour ou l'autre. L'amortissement est ainsi réalisable sur tout ce qui a vocation à perdre de la valeur et à être remplacé. Si nous reprenons notre exemple de ce couple qui a investi dans un bien immobilier locatif via une SCI, en supposant que le bien a une valeur de 250 000 euros, dont 65 500 euros qui correspondent à la valeur du terrain, le loyer est considéré à 1 500 euros par mois, soit 18 000 euros par an, et les charges représentent 8 000 euros par an. Dans ce cas, dans le cas de l'IR, les associés vont déclarer 18 000 euros de revenus fonciers, moins 8 000 euros de charges, taxes foncières, charges de copropriété, intérêts d'emprunt, soit 18 000 euros moins 8 000 euros égale 10 000 euros fiscalisés au taux de 30% plus 17,2 de prélèvements sociaux, soit un impôt sur le revenu de 4 720 euros. Au passage, on se rend compte que le rendement net de l'opération est de 2,11% pour un rendement brut au départ de 7,2%. Dans le cas de l'impôt société, la SCI va déclarer 18 000 euros de revenus fonciers, moins 8 000 euros de charges, également la taxe foncière, les charges de copropriété, les intérêts d'emprunt, etc. Et l'amortissement annuel qui correspond, dans notre exemple, à 250 000 euros multiplié par 0,75 divisé par 25 ans, soit 7 500 euros par an. In fine, le résultat taxable est de 2 500 euros, taxé à l'impôt société à 15%, soit 375 euros de fiscalité. Par exemple, en reprenant l'exemple précédent, imaginons que les associés décident de distribuer le bénéfice de la société civile immobilière à l'IS. Après impôt, la distribution de dividendes serait de 9 625 euros, soit 10 000 euros moins 375 euros d'IS. L'impôt à acquitter dans ce cas serait de 2 888 euros sur une base de flat tax à 30%. Il percevrait donc une somme nette après impôt de 6 737 euros, ce qui reste plus intéressant que les 5 280 euros net d'impôt si la SCI avait été transparente. Et plus votre tranche marginale d'imposition est haute, plus l'IS est intéressant. Alors me direz-vous à quel moment ça se complique ? Eh bien ça se complique s'il y a revente du bien immobilier. Et oui, à l'IR c'est simple, il suffit de regarder le régime fiscal des associés pour déterminer le régime d'imposition des plus-values. Si les associés sont des personnes physiques passibles de l'impôt sur le revenu, la taxation classique sur les plus-values immobilières s'applique et sera totalement exonérée au bout de 22 ans et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Un abattement pour durée de détention débute dès la 5e année de détention. Cela revient à payer de l'impôt sur le revenu durant la détention de l'immeuble en contrepartie du fait qu'on échappe à la plus-value si on le garde assez longtemps. Dans le cas de l'impôt société, la plus-value réalisée lors de la vente constitue un résultat taxable à l'impôt sur les sociétés sans aucun abattement pour durée de détention. La fiscalité à acquitter correspondra à la différence entre votre prix de vente et la valeur nette comptable du bien au bilan de la SCI. En effet, si nous reprenons notre exemple dans lequel la SCI a acquis le bien pour 250 000 euros, imaginons que les associés décident de revendre le bien complètement amorti après 30 ans pour la somme de 350 000 euros. Il se trouve que la valeur nette comptable du bien n'est plus que de 62 500 euros, soit 25%, qui correspond à la valeur du terrain qui n'est pas amortissable. Dans ce cas, la plus-value réalisée par la SCI n'est pas de 100 000 euros, 350 000 moins 250 000, mais de 287 500 euros, 350 000 moins 62 500. Ces 287 500 euros seront donc fiscalisés à l'impôt société du moment. Suite à quoi, en cas de distribution, ce qui peut être le cas s'il n'y a plus rien dans la SCI, cette distribution sera de nouveau fiscalisée au barème progressif plus prélèvements sociaux ou à la flat tax de 30%. Dans le cas d'une SCI fiscalement transparente, la durée de détention aurait permis d'échapper à la plus-value
Et les associés auraient pu se servir dans la trésorerie de la SCI issue de la vente sans que cela ne soit considéré comme une distribution de dividendes taxables. En conclusion, nous constatons que l'IS est très pertinent durant la durée d'amortissement du bien, mais très défavorable au moment de la revente, d'où l'expression « vivre à l'IS et mourir à l'IR ». Alors, quelle solution choisir finalement? Deux scénarios sont relativement fréquents. Le premier scénario est le cas classique d'un chef d'entreprise qui investit dans les murs de sa société par le biais d'une société civile immobilière. Les loyers perçus de sa société serviront à rembourser son emprunt sur 15 ou 20 ans. Dans ce cadre, la solution de l'impôt sur les sociétés sera généralement retenue afin de ne pas voir augmenter son impôt sur le revenu avec des revenus fonciers destinés au remboursement du prêt. Il capitalise ainsi sur un patrimoine à terme constitué grâce à son outil de travail sans subir une fiscalité trop confiscatoire. L'autre scénario est celui du bien transmis de génération en génération par exemple, ou encore du bien acheté à bas coût et offrant une rentabilité bien supérieure à la moyenne. D'une manière générale, c'est le bien que l'on garde et qui ne devrait pas être vendu. Il est probable qu'il soit même transmis du fait que les enfants bénéficieront de parts dans la SCI. Dans ce cas, du fait de la probabilité de conservation du bien, l'option à l'impôt sur les sociétés permet de réduire la fiscalité sur les loyers sans craindre d'être pénalisé à la revente en raison de l'amortissement. Notez que longtemps, l'option à l'impôt société a été irrévocable. Il faut néanmoins bien simuler le projet avant de s'engager. Notez également qu'un montage alliant l'impôt société et l'impôt sur le revenu peut également être une bonne solution dans certains cas. Enfin, pour finir, mieux que des revenus fonciers qui peuvent dépasser 62% de fiscalité avec les prélèvements sociaux, nous préconisons très souvent à nos clients la location meublée qui permettra de neutraliser la fiscalité sur les loyers qui se traduiront par des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus fonciers. Bien plus avantageuse fiscalement, la location meublée non professionnelle ou professionnelle propose de fait des rendements nets plus importants, voire des rendements triple nets pour des investissements sans la moindre charge, pas même la taxe foncière dans certains cas. Mais pour en savoir davantage, je vous propose de nous contacter sur centerinvestissement.com. En attendant de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet, vous faire une simulation si vous le souhaitez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à vous abonner à Center Investissement TV ainsi qu'à notre Center News, la newsletter de Center Investissement. Enfin, je fais une petite dédicace à Faustine qui nous a rejoint le 18 juin dernier. À bientôt! Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Center Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Center Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.